Alors, Eva Biel est écrivaine, comédienne et metteuse en scène. Elle s'intéresse au rapport des femmes à la création et en particulier aux écrivaines et aussi à la liberté artistique des femmes. Elle est l'autrice et l'interprète de plusieurs pièces, 24 heures de la vie d'une femme sensible, La confiscation et écrivaine, et elle vient aussi de publier un roman, Le Palais des délices. Sa présence aujourd'hui est particulièrement émouvante parce qu'elle avait mis en scène des extraits des 15 parcours publiés dans la revue à l'occasion de l'anniversaire des 20 ans donc, de Travail, Genre et Société en 2019. Et nous avions préparé cette intervention à partir du recueil de l'ensemble des parcours publiés pendant 20 ans dans la revue, donc 40 parcours. On avait préparé cette intervention avec Clotilde Lemarchand et Margaret Maruani, qui avaient beaucoup aimé ce travail collectif mené avec Eva. Aujourd'hui, Eva va nous lire en 2 temps des extraits du parcours de Margaret Maruani intitulé Le travail à l'épreuve du féminisme que nous avions toutes deux publié et réalisé avec Jacqueline Laufer et qui a été publié dans le numéro 46 de la revue Travail, Genre et Société en 2021. Nous entendrons ainsi Margaret, par la voix d'Eva, nous parler de ses origines et de la manière dont sa passion pour l'étude des femmes a pris corps dans son enfance en Tunisie, puis de la façon dont elle a dû lutter pour en affirmer l'intérêt au sein du monde de la recherche en France. Cet après-midi, elle nous parlera des aventures qu'elle a menées en recherche, de l'action internationale qu'elle a déployée pour développer les travaux sur le genre en sociologie du travail et de la force des collectifs qu'elle a forgés et auxquels elle croyait beaucoup. Alors merci Eva de prêter ta voix à Margaret. Nul doute là aussi que nous allons être beaucoup émus. Merci beaucoup Hyacinthe. Merci. C'est très émouvant d'être là. Je suis féministe de naissance parce que je suis née dans un pays, dans une société, dans un milieu où il était clair qu'il valait mieux naître garçon que fille. J'en ai eu la conscience très rapidement. Je suis née en 1954, en Tunisie, au pays du jasmin, une contrée dont je garde la nostalgie et le souvenir d'une enfance heureuse. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans. J'en ai eu la nationalité et j'ai été naturalisée française peu après mon arrivée à Paris. La Tunisie, c'était aussi un pays où la domination masculine était triomphante. Elle était exaspérante. Elle était affichée, je ne l'ai jamais supportée. Pour moi, être féministe était une sorte de réaction d'autodéfense. C'était une forme de réflexe de survie. Accepter le statut dévolu aux filles et aux garçons, c'était se laisser complètement écraser. Et j'ai compris cela très vite. J'ai été révoltée contre cette société où, dès le plus jeune âge, il y avait les rôles des filles, les rôles des garçons. Il y avait les droits des garçons, les non-droits des filles, puis les droits des hommes et les non-droits des femmes. Je l'ai vu tout de suite. Et je n'ai jamais accepté ce machisme sûr de lui et dominateur. Mon histoire familiale est complexe. Je suis issue d'une famille formée par un couple improbable. Mon père était juif tunisien. Ma mère était allemande et catholique. Ils se sont connus après la guerre. Ma mère avait 7 ans de plus que mon père. Elle était veuve de guerre et mère d'une petite fille, ma sœur Christine. Tout cela était, à cette époque et dans ce pays, totalement inconcevable. Ils l'ont fait, ils l'ont imposé à toute la famille, en Tunisie comme en Allemagne. Ensemble, ils allaient à la synagogue à Kippour et à l'église à Noël. Et nous, leurs enfants, nous suivions. À la maison, c'était couscous le vendredi et choucroute le dimanche. Ma mère était une femme de caractère et de détermination.
Elle a toujours vécu comme elle le voulait et elle a toujours travaillé. Elle était professeure d'allemand. C'était une sorte de brise-glace. Quand elle avait décidé quelque chose, rien ne l'arrêtait. Je l'avais en exemple. J'avais aussi l'héritage de ma grand-mère paternelle. Elle avait eu 9 enfants, s'était retrouvée veuve assez jeune, et c'était un vrai chef de famille. Elle était par ailleurs une femme lettrée, ce qui était rarissime pour une femme de sa génération dans cette société. Elle écrivait des poèmes qu'elle me montrait en cachette. Elle me racontait des histoires en arabe. Nous étions très proches. Il y a au moins 2 choses essentielles que j'ai retenues d'elle. Dans la vie, il faut toujours se battre. Bats-toi. Et aussi, on peut tout enlever dans la vie. On peut enlever ta famille, on peut enlever ta maison, on peut enlever ton argent. Mais il est une chose qu'on ne peut pas t'enlever. C'est ce que tu as dans la tête. Alors fais des études, ma fille. Message reçu 5 sur 5. J'ai vécu entourée de fortes femmes, de femmes lumineuses dans ce milieu imprégné de domination masculine. Mon père l'était aussi, bien sûr, mais il avait fait des choix de vie qui lui donnaient une distance certaine avec le machisme ambiant. Il était avocat, c'était le petit dernier de la famille qui avait réussi dans la vie, et pour lui aussi les études c'était sacré, que l'on soit fille ou garçon. Il avait un maître mot qui m'est resté, l'égalité et l'âme du partage. C'était un homme généreux et chaleureux. Tout cela pour vous dire que pour moi, le féminisme vient de loin, de mon enfance tunisoise et de tous ces métissages. Alors ensuite, l'arrivée en France en 67 a été difficile. Paris est une ville dure aux étrangers. Et en ce temps-là, j'étais une étrangère, une immigrée de la première génération, comme on dit. Nous étions partis de Tunisie après avoir vu les synagogues et les magasins juifs brûlés. Nous arrivons à Paris et là, je me fais traiter de maghrébine, d'africaine, et j'ai reçu le racisme en pleine figure. Je n'avais aucune amie au lycée, personne ne m'adressait la parole, sauf pour me demander s'il y avait des chameaux dans les rues de Tunis. Je ne savais pas que j'étais une immigrée, mais là, je l'ai compris. Les professeurs voulaient me faire redoubler, parce que lorsque l'on vient de Tunisie, forcément, on n'a pas le niveau. Tout cela a été d'une grande violence. Or, j'avais 13 ans et j'étais en seconde. J'étais donc très en avance et tenais à le rester, à demeurer une bonne élève. Et j'ai dit non, je ne redoublerai pas. Et je n'ai pas redoublé. En arrivant à Paris, ma bataille a été l'école. Et après mon travail et mon emploi. Mon féminisme vient aussi de là. Il m'est resté de ma jeunesse une allergie totale à la domination masculine, au racisme sous toutes ses formes et aux inégalités en tout genre. Et une volonté de liberté, d'émancipation par l'instruction et le travail. Gisèle Halimi, pour moi, est une sorte d'icône, une figure éclatante d'intelligence et de combativité. Une grande dame pour qui j'ai toujours eu une admiration infinie. Elle a vraiment fait avancer la cause des femmes et du féminisme. Nous lui devons beaucoup. Ce que je trouve très impressionnant dans tout son parcours professionnel, politique et féministe, c'est sa façon de réussir à construire des justes causes, à construire des causes politiques, à partir de procès
de personnes, de personnes qu'elle a défendues et de procès qu'elle a gagnés. Le procès de la torture en Algérie, avec celui de Jamila Boupacha, le procès de l'interdiction de l'avortement, avec celui de Marie-Claire et Michel Chevalier, le procès du viol à Aix-en-Provence. Tous ces procès sont entrés dans l'histoire des droits des femmes par la grande porte. J'ai aussi lu ses livres autobiographiques, ceux où elle relate son enfance, et cela a eu des résonances en moi. Elle décrit son enfance tunisienne. Elle raconte comment elle avait fait la grève de la faim pour ne pas servir ses frères à table. Moi, je n'ai pas vécu exactement les mêmes choses, mais j'étais très proche d'elle de ce point de vue-là aussi, parce que nous avons vécu des formes de domination masculine très écrasantes. Et puis, j'ai eu l'immense chance de la connaître personnellement. J'ai fait sa connaissance au début des années 80. C'est vraiment une des belles rencontres de ma vie. Nous nous retrouvions le plus souvent à déjeuner. Nous parlions des femmes, du féminisme, de l'égalité, et nous étions toujours d'accord sur les sujets épineux, ceux qui divisent les féministes. Et nous évoquions également Kérédine et la Goulette, ces faubourgs de Tunis où nous avons vécu l'une comme l'autre une enfance sous le soleil de la Méditerranée, mais une enfance baignée de machisme et d'injustice en tout genre. J'ai un petit frère et j'avais une grande sœur aujourd'hui disparue. J'étais très proche de ma sœur. Mon frère, qui a 5 ans de moins que moi, c'était le petit prince. Et moi, j'étais une fille, quoi. Il n'y est pour rien. Et moi non plus. C'était dans l'ordre des choses, en quelque sorte. Ce que je voyais autour de moi, le fait que les filles et les garçons n'aient pas les mêmes droits, l'occupation de l'espace public par les hommes, c'était quelque chose d'incroyable. Par ailleurs, j'avais des parents qui étaient plus ouverts que cela, et j'avais plus de liberté que bien d'autres filles de mon âge dans la Tunisie des années 60. Mais la ségrégation spatiale, c'était inimaginable. C'est peu dire que les rues de la ville étaient le territoire des hommes. Oui, tu n'as pas les mêmes droits, y compris dans une famille qui n'était pas du tout réactionnaire. Mais tout de même, ma mère a pleuré quand je suis née, car elle aurait préféré avoir un garçon. Comment je le sais? Parce qu'on me l'a répété à tous les repas de famille. On me l'a dit toute mon enfance, mon adolescence, toute ma vie. Après, cela me faisait rigoler cette histoire parce que bon, j'ai survécu. Je suis féministe depuis toujours. Et dans mon féminisme à moi, la question du travail est centrale. Déjà, dans ma vie personnelle, j'avais acquis la conviction que le travail était au cœur de l'émancipation, de la liberté des femmes, de l'égalité entre les sexes. Cela étant, pour moi, le travail n'a jamais été envahissant. J'ai toujours eu une vie privée, familiale et amicale. Après le bac, passé en 70, j'ai fait des études d'allemand et j'ai commencé une thèse sur les femmes sous le Troisième Reich. En 73, je suis entrée à Sciences Po et c'est là que j'ai rencontré la sociologie. Je crois que j'ai choisi la sociologie parce que cela me permettait de poser les questions qui m'intéressaient sur les rapports entre hommes et femmes, l'égalité des sexes, la liberté des femmes. Au fil des rencontres, le travail est très tôt devenu une espèce d'évidence. La liberté des femmes, l'émancipation, l'égalité des sexes passent par le travail
l'égalité dans le travail. Ces deux questions, pour moi, étaient des évidences, parce que je pense qu'elles sont inscrites dans mon histoire. Et je n'ai jamais lâché dessus. Jamais. Ce n'était pas simple, car quand j'ai commencé à entrer dans le monde de la recherche, la question des femmes et du genre était complètement marginale et marginalisée. Mais j'ai eu la grande chance de faire ma thèse avec Jean-Daniel Reynaud. C'était sur les syndicats à l'épreuve du féminisme. Après la soutenance, en 78, j'ai enseigné au CNAM comme assistante, mais j'ai piétiné pendant 5 ans. Je me suis fait retoquer méchamment plusieurs fois, parce que traiter de la question des femmes, cela déclassait en quelque sorte. Ce fut une période pénible, car je devais sans arrêt défendre l'idée que les femmes n'étaient pas une minorité, qu'elles ne constituaient pas les marges du monde du travail. À chaque étape difficile, Jean-Daniel Reynaud m'a toujours dit « N'écoutez pas Margaret, continuez ». Et j'ai fini par être recrutée au CNRS en 83. Cela a été une autre chance inestimable. Mais c'était une époque pas facile, parce qu'il fallait essayer de donner une légitimité à un objet qui était très méprisé, considéré comme un objet de seconde zone dans les milieux académiques. Et par ailleurs, la sociologie du travail se confondait avec la sociologie de la classe ouvrière, c'est-à-dire celle des ouvriers au masculin neutre. Parler des femmes et des ouvrières, c'était à l'époque vu comme secondaire, accessoire, voire dérisoire. Traiter du travail des femmes n'était pas un sujet. On vient de là tout de même. On revient de loin. On ne parlait même pas d'inégalité. On travaillait sur les rapports sociaux de sexe dans la famille. Moi, j'ai défendu, et je défends encore un point de vue différent. Ce n'est pas parce que les femmes font plus la vaisselle qu'elles ont des bas salaires. Les inégalités se construisent aussi dans le monde du travail. Et d'ailleurs, on peut aussi regarder les choses en sens inverse. Qu'est-ce que cela signifie pour une femme que de travailler à mi-temps et d'avoir un salaire de misère? Qu'est-ce que ça produit dans les rapports de domination au sein du couple et de la famille? Par ailleurs, je soutenais également l'idée que l'on ne peut pas parler éternellement de l'assignation prioritaire des femmes au travail domestique, alors que l'on vivait dans les années 80 une période d'ascension fulgurante de l'activité professionnelle des femmes. Le fait que nombre de recherches sur les rapports sociaux de sexe aient été aveugles à cette ascension me semblait une hérésie totale. De l'autre côté, la sociologie du travail ne s'intéressait pas à cette croissance de l'activité professionnelle des femmes puisqu'elle ne s'intéressait qu'aux travailleurs. Entre ces deux approches, la voie était étroite. On ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point ce que nous faisions était perçu comme folklorique, marginal et pire que tout, militant. J'ai fait tout cela pour avoir la liberté d'écrire sur ce qui m'a toujours semblé être un sujet très important, même s'il était mal vu et malvenu, pas bien convenable pour tout dire.